Bonjour, et moi je m'appelle Anne Duboucheron, je suis la descendante de celui qui a acheté la Baronnière en 1801 au général de Bonchamp. Et le château neuf qui est derrière vous a été construit en 1852. Le château brûlé était donc sur la gauche à l'époque de Bonchamp, qui a été incendié en avril 1793. Le général de Bonchamp avait été officier, il était aux Indes. Quand les événements ont pris une mauvaise tournure avec Louis XVI et tout ça, à ce moment-là, Charles de Bonchamp est voulu rentrer sur ses terres, qui donc c'est la Baronnière. Et il ne pensait pas que tous les paysans viendraient le chercher là-bas au château pour prendre la tête de ses troupes, de toutes ces troupes qui demandaient un général. Donc Olivier Duboucheron, donc moi je ne suis pas vendéen de souche, mais je le suis devenu de cœur, parce que quand on habite cette propriété où a vécu Bonchamp, c'est difficile de ne pas l'être. Et je suis plus particulièrement le président du Souvenir Vendéen, qui est la plus ancienne association de mémoire des guerres de Vendée, fondée en 1932. C'est la fin d'une longue période de déni, en fait, où on ne veut pas trop parler de ce qui s'est passé ici. Et ceux qui en ont souffert, j'allais dire un peu comme les rescapés des camps de concentration, ne veulent pas parler de ce qui s'est passé non plus. On retrouve la même chose. En revanche, la mémoire devient innée, c'est-à-dire que les descendants comprennent qu'il y a quelque chose, un poids, quelque chose qui a été caché. Donc il y a une forme de transgénérationnel, si vous voulez, qui va se créer. C'est qu'on constate qu'il y a énormément de gens très marqués, qui ont été très marqués par ces guerres de Vendée et qui savent tous, on a quand même eu 250 000 morts, donc sur 600 000 personnes, et on sait très bien, les gens savent qu'ils ont un ancêtre ou quelqu'un qui a été touché par cette guerre de Vendée. Il y avait une densité chrétienne très importante, apportée par l'abbé de Montfort, qui est venu ici réévangéliser au début du XVIIIe. Et les débuts de la Révolution se passent bien, mais dès qu'on va aborder la constitution civile du clergé, la disparition des prêtres, on va demander à jurer serment à la nation, 80% des prêtres ici vont refuser. Or, les prêtres sont essentiels à la vie locale, à la vie rurale. C'est eux qui tiennent l'état civil encore à ce moment-là, etc. Et donc, c'est une douleur que les Vendéens vont peu à peu adopter, j'allais dire, comme dans d'autres régions, hein, c'est pas propre à la Vendée. La conscription de 300 000 hommes en février 93, qui va commencer en mars, donc 93, quelques jours après, va être le facteur déclenchant en fait. La poudre est là, c'est le détonateur qui va allumer la poudre, avec un refus de partir pour un régime qu'ils comprennent mal, pour partir loin de leurs troupes, de leur base, je veux dire. Paysans aussi Des paysans qui n'ont jamais combattu. Qui n'ont jamais combattu, et voilà, l'insurrection va partir de là. Alors Catlino, il a à peu près l'âge de Bonchamp, hein, il est né et il vit au Pas-en-Mauges, qui est un village à 10 km d'ici. Il est très croyant et très éduqué. Les prêtres l'ont repéré assez vite, donc il a appris à écrire, il a appris le latin. C'est quelqu'un qui est éduqué, qui est capable d'écrire et de lire sans aucun problème. Il est voiturier, c'est-à-dire qu'il va de village en village pour proposer des choses, pour livrer des choses. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien tout son territoire et tout le monde. C'est quelqu'un, je le disais tout à l'heure, qui est très croyant, avec une famille qui est très croyante. Et donc il est parfaitement intégré dans l'histoire de ce territoire. Quand ils vont se soulever à Saint-Florent-le-Vieil, le premier qu'ils vont aller chercher, finalement, c'est Catlino. Ils vont aller voir Catlino, ils vont dire, écoute, voilà, nous on est dans cette situation-là, on a refusé de partir, d'être enrôlés, qu'est-ce qu'on peut faire? Aide-nous, enfin, on ne sait pas très bien quoi faire. Et lui va, dans un premier temps, leur dire, c'est de la folie, comme tous les autres vont le faire, mais finalement, il va se laisser entraîner, il va prendre la tête des troupes. Il va aller reprendre Jalais, qui est la grosse ville d'à côté, et on verra que chacune des troupes d'insurgés va aller reprendre la grosse ville qui est à côté de lui. Et puis peu à peu, ça va s'unifier, et ça va s'unifier sous l'autorité de Catlino. C'est-à-dire que tous ces généraux vendéens qui sont issus de l'aristocratie, qui ont une expérience de la guerre, qui pour la plupart sont anciens officiers, Lescure, La Roche-Jacquelin, Bonchamp, Roiran, sont tous dans un Charette, officier de marine. Mais donc, Catlino, cet homme du peuple, c'est lui qui est élu le premier généralissime.
ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont accepter que ce soit un homme sans compétences a priori et n'étant pas issu de l'aristocratie qui prenne leur tête. Et vous savez, donc la prise de Saumur, Angers, Nantes, malheureusement, les combats ne se déroulent pas exactement comme on l'a pensé. Il rentre dans Nantes, il arrive place qu'on appelle les agriculteurs à cette époque-là, place Viarme. Et là, un tireur isolé va le blesser. Et dans cette armée qui a élu ses chefs, en fait, le chef évidemment est devant. Le chef, on le reconnaît parce qu'il a une grande ceinture blanche. On le reconnaît parce qu'il a son drapeau avec lui. Parce qu'il faut que les troupes le suivent. Mais quand le chef est blessé, grièvement en particulier, toute la troupe reflue. Et donc, ça arrête la conquête de Nantes. Ils repartent. Vous savez qu'ils vont repartir le long de la Loire. Ils vont ramener Catlino au plus proche, Saint-Florent-le-Vieil, où il y a un hôpital pour l'accueillir, mais il va mourir quelques jours après, le 14 juillet 93. Donc il est, j'allais dire, le premier des très grands chefs à mourir. C'est un tournant. D'abord parce qu'on va élire Delbé à la place de Catlino. Delbé est un officier, il a de l'expérience, mais il n'a sûrement pas le charisme de Catlino et il n'a pas les capacités stratégiques de Bonchamp, en fait. Delbé va continuer pendant l'été. Le territoire, à ce moment-là, commence à être sous les coups de boutoir des armées républicaines. Et le facteur déclenchant, c'est la saison. C'est-à-dire que ces troupes, qui sont des artisans, mais aussi énormément de paysans, eh bien, ils vont vouloir rentrer chez eux, évidemment, pour faire les récoltes, pour rentrer le blé, etc. Et donc, même si on les rappelle régulièrement, etc., il y a une période un petit peu d'affaiblissement de l'insurrection vendéenne. Et très curieusement, c'est à cette même période que la Convention, elle, au contraire, va durcir par des arrêtés, début août en particulier, qui vont, dans le fond, autoriser la troupe républicaine à aller encore plus loin dans les massacres des populations. Donc vous allez avoir derrière l'armée vendéenne, puisqu'il y a une armée vendéenne, à la différence de la chouannerie, vous allez avoir derrière cette armée qui commence à se déplacer sur le territoire pour essayer de trouver quelque part où aller, des dizaines de milliers d'hommes, femmes, d'enfants, de vieillards qui les suivent. Il y aura une très très importante victoire à Torfou, mais c'est la fin en fait. On approche de l'hiver, il va y avoir la grande défaite de Cholet. Et là, qu'est-ce qui se passe à Cholet? Lescure a été mortellement blessé, c'est un des grands généraux. Delbé, qui est le généralissime, est mortellement blessé à cette bataille, et Bonchamp aussi. Et comme à chaque fois, on reflue, et on reflue vers le nord, Beaupro, Saint-Florent-le-Vieil, et on se retrouve à Saint-Florent-le-Vieil. Delbé est parti essayer de se soigner à Noirmoutier, vous savez qu'il sera fusillé début janvier sur la plage. Bonchamp est mortellement blessé, il va gracier les 5000 prisonniers que les Vendéens ont peu à peu emmenés à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, puisqu'ils ne tuent pas leurs prisonniers. Et la question va se poser de savoir ce qu'on fait des prisonniers, parce qu'on est 90 000 au bord de la Loire, on est coincé, il n'y a pas de pont, hein, les ponts c'est Angers et Nantes. Les armées républicaines derrière qui poussent, et donc il faut passer la Loire. On est en octobre. On est en octobre, donc la Loire est très basse. Très basse. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait des 5000 prisonniers qui sont dans l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Et les canons sont déjà oui, tous les canons sont déjà pointés vers l'abbaye de Saint-Florent pour démolir Saint-Florent et les 5000. Parce que les Vendéens sont exaspérés par les massacres. Voilà. Mais ce n'est pas dans la tradition. Bonchamp, qui est mourant dans une petite maison dans la rue, va l'entendre, on va le prévenir et il va dire cette fameuse phrase qui est indiscutablement historique grâce aux prisonniers. Je vous demande, c'est mon dernier ordre, gracier les prisonniers. Son chef d'état-major va aller prévenir et on va gracier les prisonniers. Nul besoin de dire que sur le plan militaire, c'est effectivement une erreur importante. Sur le plan humain, c'est une grande victoire. Sur le plan militaire, ces prisonniers, on a beau les raser à la va-vite, ils reprendront les armes, d'autant plus que les généraux républicains leur diront 2 jours après en arrivant, enfin vous avez prêté serment à des
des brigands, des gens qui n'ont pas d'existence. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des brigands, des hors-la-loi. À partir de ce moment-là, ça devient des animaux un peu après. Donc c'est la fin de la partie militaire de la guerre de Vendée. Va commencer une partie terrible qui va s'appeler la virée de Galerne, jusqu'au mois de décembre. Et à la fin de cette virée de Galerne, il y a quoi, 5000 survivants peut-être. Et puis on va rentrer dans une troisième période qui est celle des colonnes infernales, qui est une montée dans l'horreur en fait. Très curieusement, la Convention commence par une campagne militaire, puis ensuite, pendant la virée de Galerne, des crimes contre l'humanité, c'est considéré comme des bêtes. Enfin, on est en décembre, vous imaginez le froid, ils marchent à pied, ils sont à haillons, ils n'ont rien pour se nourrir, enfin bon. Et puis, alors que Westermann va dire « mais il n'y a plus de Vendéens, l'armée, je l'ai écrasée, les survivants, il n'y en a pas », pourtant, on va décider de mettre en point un système militaire qu'on va appeler ultérieurement les colonnes infernales. Et ce système militaire a pour but d'effacer le territoire de la Vendée. Les hommes, les femmes, les maisons, les églises, les châteaux, les récoltes, les puits, les bois, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. En 4 mois, les officiers qui servent dans ces régiments sont tellement horrifiés même de ce qui se passe qu'ils vont dire à Paris, mais attendez, on n'est plus des humains là, on est devenus des bêtes, il faut arrêter. C'est l'idée de Rousseau, si vous voulez. Si l'homme est mauvais, il est né sur une terre qui est mauvaise. Une bonne terre ne peut pas donner un homme mauvais, une mauvaise terre va donner un homme mauvais. Et donc il faut, au-delà d'avoir tué les hommes, les femmes, il faut éradiquer la terre en question, la purger en fait. Il y a une résilience depuis 1793, enfin de cette période-là, il y a une volonté de se relever, une volonté de revivre en fait, mais une terrible appréhension de tout ce qui peut venir de l'extérieur, on le comprend. Et donc c'est un territoire qui va non pas se refermer sur lui-même, mais croire en lui-même, parce que la force, elle est collective en fait. La famille est tellement importante, mais à tout niveau. C'est inouï, c'est inouï. Il y a une force dans la famille incroyable. On croit en la famille et la famille aide à tout niveau. C'est ça qui est assez extraordinaire.